Bonjour à tous. Donc merci à tous d'être venus pour cette première session webinaire organisée par Certillance sur la révolution proxy. Donc l'idée c'est de parler 2 secondes sur Certillance et puis après on rentrera vraiment sur la partie technique proxy. Ensuite on présentera une partie produit iBoss qui est un proxy, une nouvelle méthode de proxy, et puis on pourra enchaîner sur vos questions. Donc sur l'aspect de la Certillance, comme je vous le disais, on démarre un nouveau format de webinaire qui se veut sur des présentations de technologies, éventuellement de produits si on identifie des produits innovants en termes de sécurité toujours. Dans les nouveautés Certillance, Certillance grandit et on a encore 2 nouvelles personnes qui sont arrivées fin août, début septembre. Voilà. Sur la partie chiffre d'affaires de Certillance, on a clôturé depuis quelques jours l'année 2016 et on est complètement dans les chiffres, donc c'est encore une bonne année pour Certillance. Place à la technique. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'était la révolution proxy. Donc l'idée c'est de vous présenter un petit peu toute l'histoire du proxy. Et maintenant, comment évolue le proxy et quelles sont les technologies qui sont maintenant mises en œuvre sur des proxys. Donc le proxy, c'est assez ancien, voilà, ça date de 1986. C'est un sujet de recherche de Marc Shapiro. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas tout jeune. L'objectif initial, c'était de réaliser une rupture de flux entre les réseaux. Ce qui a été le cas du coup sur les premières implémentations qu'on a retrouvées dans les années 90 et avec la démocratisation d'Internet. Un des objectifs était également d'économiser de la bande passante, puisqu'à l'époque on n'était pas sur les débits que l'on va avoir aujourd'hui, donc d'économiser de la bande passante entre les opérateurs, mais également dans les entreprises. L'intérêt également pour les entreprises, c'était de pouvoir tracer les utilisateurs pour tout ce qui va être contraintes réglementaires et aspects juridiques, pour pouvoir identifier qui avait fait quoi sur le réseau. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais c'était aussi un des éléments, puisque si on reprend les firewalls de l'époque, on n'était pas capable de réaliser ça. Une des options qui était aussi utilisée sur les proxys, c'était d'augmenter la productivité des employés en limitant les sites qu'ils pouvaient consulter. Donc à l'époque, on parlait beaucoup de sites d'enchères en ligne ou de forums de discussion. Le site de vente aux enchères, c'est quand même plus trop utilisé durant les journées de travail. Maintenant, on est plutôt sur tout ce qui va être réseaux sociaux ou vidéo. Mais l'objectif, c'était d'augmenter la productivité des employés. Et un des autres objectifs de ces proxys, c'était également de bloquer des virus. Donc là, on était vraiment sur des virus basiques à l'époque, donc avec surtout des signatures, pas trop d'analyse comportementale comme on peut le voir maintenant, mais vraiment sur des virus standards avec des signatures. Et dans les bonnes pratiques, ce qui est toujours le cas, on disait qu'il fallait effectivement mixer les antivirus, que l'antivirus du proxy ne soit pas le même que sur les postes de travail. Donc si on prend une architecture type avec un proxy, en général, on va retrouver donc le réseau de l'entreprise. Voilà, vous pouvez voir mon petit compteur, le réseau de l'entreprise. Dans le meilleur des cas, on a une zone dans laquelle on retrouvait le proxy, le monde de l'Internet et le site web que l'on va consulter. Et donc l'utilisateur réalise une connexion avec le proxy, et ensuite le proxy réalisait la connexion vers le site Internet.
au niveau de l'équipement qui était au milieu, on définit des flux qui sont autorisés et qui sont interdits. Et généralement, on n'utilise le proxy que pour aller vers Internet. Si on a un accès à un intranet, l'intranet, on va y accéder en direct sans passer par le proxy. L'architecture type. Donc comme je vous le disais, en général on mixe les antivirus pour pas avoir le même niveau de reconnaissance de virus et pour avoir plus de chances de détecter un virus qui serait téléchargé par un utilisateur. On va faire du filtrage d'URL sur des catégories. Il faut que l'application qu'on utilise ici sache gérer les proxys, parce que dans ce cas-là on est dans ce qu'on appelle un proxy explicite, donc c'est-à-dire que l'utilisateur ou le service informatique doit faire descendre les informations du proxy, les adresses IP, les ports, le mécanisme d'authentification. Donc c'est-à-dire que si on a une application lourde qui ne sait pas gérer le proxy, on était obligé de faire des règles qui contournaient le proxy et qui sortaient en direct sur Internet. Pareil, si l'application ne respectait pas entièrement le protocole HTTP, on peut avoir des complications puisque dans ce cas-là, le proxy peut très bien bloquer le flux puisque l'application ne respecte pas les standards HTTP. Donc, on peut avoir différentes contraintes liées à ce type d'architecture-là. Il y a d'autres problématiques qui rentrent en jeu par rapport à l'utilisation des proxys de ce type-là. C'est que maintenant, on a beaucoup d'applications qui vont utiliser les ports standards. Donc, ça veut dire que le proxy va être fortement sollicité, puisqu'on a également beaucoup d'applications qui étaient avant hébergées en interne et qui maintenant se retrouvent dans des services SaaS. Donc ça veut dire que c'était beaucoup de flux qui ne passaient pas avant par le proxy, parce que, comme je disais tout à l'heure, pour les applications internes, on ne passait pas par le proxy, et qui maintenant, avec ces nouvelles architectures, se retrouvent à passer à travers le proxy, donc on va beaucoup plus solliciter le proxy. Il y a une autre évolution qui est à prendre en compte, c'est qu'on a quand même de plus en plus de nomades ou de collaborateurs qui vont avoir des postes nomades, qui vont surfer depuis le réseau d'entreprise, qui vont surfer depuis un accès 3G, 4G, mais également depuis la maison. L'objectif du proxy, c'était de limiter la contamination des postes de l'entreprise. Donc on constate qu'il faut aussi protéger ces postes-là quand ils sont hors réseau et les protéger de la même manière, à savoir un antivirus sur le poste, mais également un filtrage au niveau des sites qu'ils vont consulter. Donc, il faut pouvoir les sécuriser même quand ils sont en dehors de l'entreprise. Une évolution également, c'est toute la partie fuite de données qui peut lier au surf sur Internet, donc fuite de données volontaire ou involontaire, donc de la donnée qui sortirait du poste. Et donc, de la même manière, il faut à la fois contrôler ce qui sort de l'entreprise, donc sur ces ports de surf, que le poste soit dans l'entreprise, mais également hors entreprise, pour éviter des incidents de sécurité et des fuites de données sensibles pour l'entreprise. On a aussi le fait qu'on va être multi-device maintenant. Voilà, on va avoir des ordinateurs à sécuriser, à filtrer, des smartphones, des tablettes, et il faut également que tous ces périphériques ou toutes ces applications supportent le mode proxy. Donc ça, c'est des nouvelles contraintes à intégrer sur une brique proxy actuellement. Ensuite, je vous ai juste mis quelques sujets d'actualité sur des fuites d'informations massives, donc des extractions d'informations qui ont eu lieu dans des entreprises. Donc c'est à la fois en termes de volumétrie de données personnelles, un nombre de dossiers qui ont pu fuiter, ou en termes de quantité de données qui sont sorties de l'entreprise, si on prend le cas de Sony, avec une quantité de données assez impressionnante. Et donc l'idée de briques de sécurité, c'est d'aller identifier ces fuites de données massives ou par rapport à leur contenu, donc sur des mots-clés, sur des expressions régulières, ou par rapport à un trafic anormal sur un flux HTTP.
Si on reprend une statistique, alors c'est Cisco qui l'a publié il y a peut-être maintenant un an, sur un peu le cycle de vie d'une vulnérabilité ou d'une compromission. Donc là, sur le schéma, on peut voir qu'il y a un instant T où un nouveau malware est installé et déployé. Ensuite, généralement, après la sortie du malware, il y a une phase de données qui vont être exfiltrées. Et une fois que le malware est répandu, c'est à ce moment-là qu'il est détecté par des solutions antivirales. Donc on a toute une phase pendant laquelle il y a des données qui vont sortir de l'entreprise, et toute la difficulté, ça va être de réduire cette fenêtre. Et donc Cisco avait publié une étude où en fait il apparaissait que le délai moyen d'une détection d'intrusion, donc qui peut être à la fois un malware ou un acte de piratage sur le réseau, c'est environ 200 jours. Donc ça veut dire en fait qu'entre le moment où le poste est compromis, le site est compromis, en général on va le constater 200 jours après. Donc ça veut dire que durant toute cette période, les personnes qui ont la main sur une partie de l'infrastructure ont pu ressortir des données sans que ce soit détecté. Mais également, si dans l'entreprise, il y a des mécanismes de traces qui sont mis en œuvre, qu'il n'y a pas de politique de gestion de traces, potentiellement, est-ce que au niveau du SI, on a bien une historisation sur 200 jours de tous les événements qui ont pu se produire sur le réseau? Et si on ne l'a pas, ça veut dire qu'on ne sera pas capable de retrouver par où ces personnes sont rentrées et qu'est-ce qu'elles ont pu compromettre sur le réseau. Donc c'est important du coup de réduire cette fenêtre au maximum, et pour la réduire, en fait, généralement, il faut multiplier les mécanismes de détection d'intrusion ou des mécanismes de détection de fuite d'informations. Donc si on fait un peu une synthèse sur quels sont les besoins aujourd'hui en termes de sécurité sur ce surf utilisateur, on va retrouver plusieurs choses. La partie filtrage d'URL, nous, ce qu'on constate, c'est qu'elle a un petit peu évolué dans les entreprises, c'est-à-dire qu'on n'est plus vraiment dans l'aspect productivité des employés, et on va les empêcher de consulter un maximum de sites et de leur autoriser que les quelques sites métiers utiles, parce qu'on a quand même de plus en plus de personnes qui ont des smartphones, et donc du coup, finalement, si elles n'ont pas envie de travailler et qu'elles veulent surfer sur Internet, elles ne vont pas forcément utiliser le poste d'entreprise, elles vont utiliser des moyens personnels. On peut même imaginer qu'elles partagent la connexion Internet de leur téléphone et qu'elles utilisent leur poste pour surfer. Donc l'objectif, c'est pas forcément de les brider au maximum. Par contre, on a plutôt la partie conformité. Donc ce qu'on constate dans les entreprises, c'est ce qu'elles vont mettre en œuvre, que ce soit au niveau de la charte ou au niveau technique, c'est plutôt un filtrage des sites qui sont interdits aux mineurs. Alors pourquoi interdits aux mineurs? Parce que dans les entreprises, on va des fois retrouver des stagiaires qui sont ou en cours d'apprentissage ou type stage de troisième, et dans ce cas-là, c'est des gens mineurs qui viennent dans l'entreprise, et donc dans ce cadre-là, on se doit de limiter l'accès à des sites qui sont interdits aux mineurs. Donc ça, c'est un premier point. En général, on va aussi retrouver tout ce qui est filtrage concernant tout ce qui va être piratage ou logiciels craqués, puisque ces logiciels vont régulièrement contenir des programmes malveillants. Ils sont aussi dangereux pour le SI, parce qu'on ne veut pas non plus que les gens se documentent sur comment compromettre ou comment contourner une politique de filtrage, se documentent sur leur lieu de travail là-dessus. Et on va se mettre en conformité avec la charte informatique, mais généralement, nous, ce qu'on va constater, c'est que c'est surtout ces deux points qui vont être filtrés au niveau du proxy. On va aussi, en termes d'évolution, on constate, je reviendrai tout à l'heure dessus, que la partie antivirus classique n'est plus adaptée à un filtrage pour le surf des utilisateurs ou pour la protection des postes de travail. On parle de plus en plus d'analyse comportementale, de démarrage dans des machines de type bac à sable pour vérifier qu'est-ce que fait l'attachement qu'on vient de recevoir et réagir a posteriori. Parce que les menaces qu'on va recevoir par mail ou que l'on peut télécharger sur Internet, elles vont évoluer de manière très rapide,
et donc tout ce qui est mécanisme de signature n'est plus adapté à ces détections de programmes malveillants. On va avoir de plus en plus besoin de tout ce qui est analyse de fuite d'informations, de fuite de données, donc vérifier les données qui partent vers Internet pour vérifier que ce n'est pas une exfiltration de données ou une manipulation, une erreur de manipulation qui fait ressortir des données sensibles de l'entreprise à l'insu, enfin par erreur. On va avoir de plus en plus besoin de gérer les nomades et de sécuriser les utilisateurs même quand ils sont hors entreprise. Parce que s'ils téléchargent un fichier malveillant quand ils sont hors entreprise et que le lendemain matin ils sont connectés au réseau de l'entreprise, ils vont contaminer les postes qui sont à côté et potentiellement pour une entreprise qui fait du contrôle périmétrique avec des pare-feux et différents équipements, le fait qu'un poste compromis rentre directement dans son réseau peut peut-être contourner toutes les briques de protection qui ont pu être mises en place. Sur la partie gestion des nomades, il y a plusieurs approches. On verra tout à l'heure les approches qui sont possibles. La protection des nomades, elle peut techniquement se traduire par, quand un utilisateur est en déplacement, il se connecte obligatoirement en VPN dans le réseau de l'entreprise. Donc on verra aussi qu'un des besoins sur le nomadisme, c'est de réduire la latence. Donc la partie connexion en VPN dans le réseau de l'entreprise peut être une contrainte en termes de rapidité et de latence du surf sur Internet. Ce qui va être intéressant aussi les entreprises, c'est d'avoir du reporting sur qu'est-ce que font les utilisateurs, est-ce qu'ils surfent beaucoup, pas beaucoup, quelles sont les catégories de sites qui sont régulièrement visités, quelles sont les alertes qui sont régulièrement levées sur des programmes malveillants, pour essayer ou de cibler des utilisateurs qui peuvent avoir un comportement dangereux, ou de faire des communications sur un surf adapté dans l'entreprise. Ce qui va aussi intéresser les entreprises maintenant, c'est d'avoir du reporting assez intéressant et assez fin sur ce que font les utilisateurs dans le réseau de l'entreprise, quels services cloud ils utilisent régulièrement. Donc si on revient sur la partie sandboxing, je vais juste redétailler rapidement qu'est-ce que c'est cette technologie. Donc on la retrouve maintenant dans plein de composants, on va la retrouver dans du pare-feu, dans des relais de messagerie et également dans du proxy. Aujourd'hui, les chaînes de contamination dans les entreprises vont être régulièrement par la messagerie, où en fait on va avoir un utilisateur qui reçoit un document sur sa boîte mail. Il va ouvrir, en général, le plus classique, c'est un document Word qui est infecté. Ce document Word en fait contient des macros, donc des bouts de code. Et quand l'utilisateur va ouvrir le fichier Word et la macro va aller télécharger un programme malveillant sur Internet qui peut être un complément de la macro Word, mais qui du coup permet à l'attaquant d'avoir contourné, si là il y avait un antivirus assez évolué sur le relais de messagerie, le fait que le code malveillant soit téléchargé après peut lui permettre de contourner ça et d'être certain que le programme réussira bien à se lancer sur le poste d'utilisateur. Quand le programme est lancé, il va venir télécharger ce bout de code sur Internet. Et après, ce bout de code va se lancer sur le poste de l'utilisateur et on va chiffrer le poste, dans le cas d'un cryptolocker. Le fait que ce bout de code soit téléchargé a posteriori va aussi permettre à l'attaquant de faire évoluer son bout de code tout au long de la journée, tout au long de la semaine, ce qui fait qu'un utilisateur qui aura reçu ce bout de code de lundi, et imaginons que le mardi, la signature de ce bout de code soit connue par l'antivirus, l'attaquant aura juste à faire évoluer ce bout de code sur son serveur, et si un autre utilisateur de l'entreprise lance le même fichier le jeudi, on arrivera toujours à contourner l'antivirus sur le poste. Ce qu'il faut noter ici, c'est que historiquement, cet échange, il y a toujours eu des échanges entre les bouts de code qui s'exécutaient sur les postes des utilisateurs et les pirates. Historiquement, c'était des échanges qui se faisaient sur des canaux en clair, donc à l'époque, par exemple, sur ce qu'on appelait l'IRC, et ça permettait à l'attaquant d'avoir un canal de commande. Maintenant, ce que l'on voit, c'est que toutes ces charges-là
vont essayer au maximum d'utiliser du SSL. Pourquoi ils vont utiliser du SSL? Tout simplement pour contourner vos briques de sécurité, puisque si au niveau de votre solution qui fait de l'analyse du sort de vos utilisateurs, vous n'analysez pas ce qui se passe dans du SSL, on va pouvoir contourner tout ça. Donc là, en général, le poste va être chiffré. Donc l'intérêt du sandboxing, c'est en fait, au lieu de que ce soit l'utilisateur qui lance ce fichier infecté, en fait, on va le faire démarrer par une machine virtuelle. Donc en fait, l'idée, c'est de démarrer tous les fichiers qui rentrent sur le réseau, de démarrer sur des machines virtuelles qui sont un peu des machines poubelles finalement. En fait, on va allumer la machine, déposer le fichier qui vient d'être téléchargé, le lancer, donc le lancer éventuellement sur plusieurs versions de Windows. Si jamais c'est un document Word, on va l'ouvrir dans une suite Office qui est installée sur cette machine virtuelle. Et ensuite, en fait, on va regarder ce qui s'est passé sur le poste. Est-ce qu'il y a eu des modifications suspectes au niveau de la base de registre? Est-ce qu'il y a eu des nouveaux fichiers dans le répertoire de l'utilisateur? Est-ce qu'il y a eu des connexions suspectes au niveau du réseau vers des tiers? Donc là, par exemple, quand on parle du serveur piloté par le pirate, si on démarre cette pièce jointe sur une machine virtuelle, on verra qu'il vient se connecter sur un serveur tiers. Et donc, une fois qu'on a détecté que c'est un comportement suspect, on va avoir plusieurs options, alerter l'administrateur ou éventuellement créer à la volée une signature pour ce fichier spécifique. Et donc, en fait, ça c'est en général le principe des sandbox. Après, en fonction des éditeurs, on va avoir quelques variantes. Donc là, maintenant, après tous les éditeurs de sécurité, que ce soit en termes de pare-feu, d'antivirus sur des relais de messagerie ou proxy, intègrent ces mécanismes de sandbox. Alors maintenant, ce que font les personnes qui créent des codes malveillants, c'est qu'ils essayent de détecter quand ils sont démarrés en environnement sandbox, parce qu'il y a quelques caractéristiques qui peuvent permettre à un programme malveillant de voir qu'il est démarré en mode sandbox. Par exemple, il se rend compte que les interfaces réseau sont des interfaces virtuelles et pas des interfaces physiques. Les noms de machines sont en général figés dans les sandbox, c'est des noms assez explicites qui ne vont pas changer d'un client à l'autre. Donc tous les clients ont le même nom de machine virtuelle. Donc il y a 2-3 paramètres qui permettent de détecter qu'on est en mode sandbox. Donc, maintenant, les éditeurs de solutions de sécurité font évoluer leur sandbox justement pour réussir à détecter ces malwares qui du coup ne se lancent pas en sandbox parce qu'ils voient qu'ils sont dans un environnement d'analyse et ne lancent pas leur charge virale quand ils sont sur ces environnements-là. Donc voilà pour le principe de la sandbox. Il y a un autre phénomène aussi que l'on souhaite protéger avec le proxy, c'est tout ce qu'on appelle maintenant Shadow IT ou Shadow Data. Donc la définition, c'est en fait des équipes ou des utilisateurs chez vous qui vont utiliser des solutions qui ne sont pas validées par le service informatique. Donc je vous ai dit quelques noms en bas, je ne sais pas si c'est des choses dont vous avez connaissance, mais voilà, c'est des utilisateurs par exemple qui partageraient des documents sur Dropbox alors que Dropbox n'est pas dans les outils de l'entreprise. Pareil sur des solutions type Evernote, Trello, Doodle. Et donc du coup, ça va être des sites qui sont généralement publiés en SSL, donc c'est-à-dire si on a une solution historique en termes de proxy, on ne va pas être capable de voir sur quel site les utilisateurs vont. Donc on ne va pas forcément être capable de voir qu'ils sont en train de naviguer, d'envoyer des fichiers sur Dropbox. Et si on ne fait pas de l'analyse SSL, on n'est pas capable de dire, tiens, si jamais je vois un document de tel type qui est posté à l'extérieur, je le bloque. Donc là, l'idée maintenant, dès qu'on va avoir un proxy, c'est d'analyser tout ça. Les fichiers, on peut effectivement les envoyer sur Dropbox, mais peut-être que Dropbox, moi, je veux l'autoriser dans mon entreprise uniquement en téléchargement, mais que mes utilisateurs ne puissent pas déposer de documents, parce que j'ai l'habitude de travailler avec des tiers qui m'envoient régulièrement des fichiers Dropbox, mais je ne veux pas que mes utilisateurs puissent poster sur du Dropbox. Et donc là, en fait, en fonction des proxys qu'on va utiliser, on va être capable de bloquer des fonctionnalités sur ces services-là. Ça peut être aussi, par exemple, j'autorise Facebook dans mon entreprise parce que le service marketing a besoin de Facebook.
Par contre, je ne veux pas que mes utilisateurs chattent sur Facebook. Donc Facebook est entièrement SSL, donc ça veut dire que si jamais je ne fais pas d'analyse d'SSL, je ne suis pas capable d'être certain que mon utilisateur va sur Facebook. Et si je ne fais pas d'analyse de flux, je ne peux pas bloquer la fonctionnalité de chat sur Facebook. On va retrouver la même chose avec Google, puisque Google, on va proposer plein de services sur Google. Google, il y a la partie Gmail, il y a la partie G-Drive, il y a la partie Google+, il y a la partie vidéo. Et donc, du coup, si on fait une analyse SSL, on va être capable d'autoriser que quelques briques de Google. Donc, ce qu'on voit, c'est que voilà, le proxy ne peut plus être une solution qui fait uniquement du filtrage d'URL, parce qu'on a de plus en plus de SSL. Et donc, l'idée maintenant, ça va être pour un proxy d'analyser vraiment tout ce qui se passe, donc de faire ce qu'on appelle, en jargon de pirate, de faire des attaques de type man in the middle, donc l'homme du milieu, et vraiment de se mettre au milieu et d'aller inspecter tout ce qui passe entre le poste de l'utilisateur et le monde de l'Internet. Donc on a plusieurs approches pour répondre à cette problématique. On a plusieurs réponses techniques. Donc là aujourd'hui on a choisi d'en présenter une. Maintenant il y a d'autres briques qui peuvent aussi répondre à cette problématique-là. Donc on l'a vu, la problématique c'est comment on fait pour filtrer, faire du filtrage de sites, comment on fait pour se protéger contre des attaques avancées, donc qui ne sont plus des attaques où on pourrait réagir par simple signature de fichiers, comment on se protège contre de la fuite d'informations, de données sur les réseaux, comment on gère l'aspect nomade des utilisateurs, personnes qui sont en permanence hors entreprise et qui des fois viennent reconnecter leur poste infecté dans l'entreprise. Donc là on voit sur la partie pare-feu aujourd'hui, on est capable de répondre à tous ces besoins. Aujourd'hui, on a proposé de présenter les évolutions récentes sur la partie proxy, et on peut aussi répondre alors un peu plus partiellement, uniquement avec une solution d'éditeur antivirus qui serait capable de faire tout ce qui va être DLP et contrôle des surfs d'utilisateurs. Maintenant, on va rentrer sur l'aspect comment on peut gérer le mode proxy hybride. Donc les architectures types sur du proxy hybride, ça va être généralement, j'ai encore mon proxy qui est dans l'entreprise. Par contre, toute la partie administration et reporting, elle est externalisée. Alors on va voir qu'elle est externalisée pour plusieurs raisons, on reviendra dessus tout à l'heure. Mais voilà, le mode de fonctionnement, donc il n'y a pas beaucoup de différence par rapport au proxy historique qu'on a pu voir tout à l'heure. C'est juste que la partie de l'administration est déportée, ce qui va permettre le jour où j'aurai plusieurs sites à sécuriser, j'ai qu'une seule interface d'administration et j'irai pousser mes politiques de proxy sur tous mes sites. Le nomadisme, on va le gérer par une connexion à distance sur mon équipement de sécurité, sur ma passerelle internet, donc sur mon firewall. Donc on va voir qu'on peut toujours conserver le mécanisme d'avoir un antivirus différent sur le proxy. On va avoir une administration et un reporting qui sera plutôt situé dans le cloud. On va toujours pouvoir synchroniser l'authentification de mes utilisateurs entre mon annuaire interne et mon proxy, donc pour ou tracer nominativement ce que font mes utilisateurs, ou gérer par service, par groupe, la politique de filtrage vers Internet. Et la partie nomade est gérée par un accès VPN. La problématique dans ce type d'architecture, c'est que l'utilisateur est nomade, donc ça veut dire qu'il doit se connecter sur le pare-feu de l'entreprise, donc ça veut dire qu'en termes de bande passante, quand mon utilisateur est en déplacement, il va utiliser fortement mon accès Internet. Donc sur la partie révolution proxy, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? C'est qu'on va voir qu'on est capable à la fois d'avoir un proxy dans l'entreprise et un proxy dans le cloud. On va toujours le gérer avec une seule console. Quand on va définir une politique, on va pousser cette politique à la fois sur mon proxy qui est dans le cloud et sur mon proxy qui est sur site. Le proxy qui est dans le cloud va pouvoir gérer tous les utilisateurs nomades, donc les personnes qui seront en déplacement hors entreprise vont utiliser le proxy qui sera dans le cloud et plus mon proxy d'entreprise. Si j'ai des téléphones mobiles dans l'entreprise ou des tablettes, c'est pareil, ils vont pouvoir utiliser leur réseau 3G ou 4G et ils utiliseront le proxy qui est dans le cloud
et je pourrais du coup définir une politique de filtrage pour ces équipements nomades qui sont des fois en Wi-Fi et des fois en réseau 3G ou 4G. L'aspect proxy dans le cloud offre une souplesse, à savoir qu'on va pouvoir, généralement, on va avoir des offres où il y a plusieurs proxys qui sont dans le monde entier, et l'utilisateur va choisir le proxy qui est le plus proche de lui. Donc, c'est-à-dire que si on a des gens qui sont en déplacement régulièrement à l'étranger, on ne va pas forcément passer par le proxy français quand l'utilisateur sera en train de surfer quand il est aux États-Unis. Et de la même manière, on va pouvoir avoir une synchronisation des utilisateurs avec les annuaires de l'entreprise. Donc là, on va rentrer un peu sur la solution iBoss qu'on a choisi de vous présenter, qui est aujourd'hui une société de sécurité en forte croissance. Donc comme vous pouvez le voir, avec plus de 4000 clients qui réalisent de lourds investissements sur à la fois la partie développement et hébergement. Donc c'est une solution en mode qui correspond aux architectures que j'ai pu vous présenter, à savoir qu'on a la partie administration qui est dans le cloud et on vient pousser une politique en local sur un proxy dans l'entreprise ou une politique dans un proxy cloud. Donc là, on a les mêmes valeurs. Ce qui est intéressant, c'est la partie data center, où en gros, aujourd'hui, ils ont plus de 38 data centers pour être au plus proche de leurs clients et diminuer au maximum la latence. Ils vont proposer plusieurs briques de protection, une partie web, donc avec tout ce qu'on a pu détailler tout à l'heure sur l'aspect filtrage, contrôle des applications, où on va pouvoir descendre assez loin sur la partie, par exemple, réseaux sociaux, c'est-à-dire autoriser que certaines fonctionnalités de réseaux sociaux ou d'applications. On va être capable de gérer tout ce qui est aspect bande passante, donc ça on le retrouve maintenant sur à peu près tous les proxys, on va pouvoir limiter la bande passante des utilisateurs et plus la faire en termes d'adresse IP, de port de destination au niveau du pare-feu. Là on va pouvoir le gérer par catégorie d'URL, donc on peut très bien dire les réseaux sociaux peuvent utiliser très peu de bande passante, pareil pour la vidéo sur YouTube, donc on ne va pas interdire la visualisation de vidéo, par contre on va dégrader la vidéo pour que on ait vraiment que les utilisateurs motivés à regarder une vidéo et ceux qui pensaient juste regarder pour passer leur temps, arrêtent de regarder les vidéos. On va être capable de détecter tout ce qui est attaque avancée, donc c'est toute la partie sandboxing, analyse comportementale et antivirale. Et on va être capable de gérer tout ce qui est mobilité des employés, donc à la fois sur la partie surf des utilisateurs, mais aussi contrôle des périphériques, fuite d'informations sur ces périphériques. Donc en termes d'architecture, c'est ce dont on disait tout à l'heure. Ce qu'on retrouve maintenant, c'est les solutions en mode cloud entièrement ou les solutions en mode hybride avec le proxy installé dans l'organisation et le proxy disponible dans le cloud. Une option qui est intéressante, qui nous paraît intéressante sur ce proxy-là, et c'est pour ça qu'on l'a choisi, c'est une fonctionnalité qui permet de mettre l'équipement en mode inline. Donc en fait, c'est un équipement qui va se mettre de manière transparente. Donc on peut ou le mettre de manière proxy explicite, comme on le fait régulièrement avec les proxys, mais on peut aussi le mettre en mode inline, c'est-à-dire qu'en fait, il vient juste se mettre à la place d'un fil sur votre réseau. Et le proxy va être capable d'analyser tout ce qui passe, de détecter, de faire du filtrage d'URL, de détecter les utilisateurs qui sont en train de surfer. L'avantage de ce mode de déploiement, c'est qu'il va aussi être capable de détecter des incidents de sécurité sur des applications qui n'utilisent pas que le port 80 et 443. Donc imaginons qu'un utilisateur télécharge un programme malveillant, que ce programme malveillant vient discuter sur des ports spécifiques, qui ne soient pas des ports utilisés par le protocole HTTP. On va être capable de voir cette communication et d'interrompre le flux ou de lever une alerte de sécurité. Donc comme je vous disais, on va être capable d'identifier quels sont tous les utilisateurs qui sont en train de surfer, parce qu'on va avoir le même mécanisme de connexion de votre annuaire interne avec le site central. Donc au niveau de la console de gestion, donc, comme je disais, elle est entièrement administrée depuis le cloud, pareil pour la partie reporting. L'avantage, c'est que la console, elle n'est pas chez vous, donc toute la partie sauvegarde,
elle va être gérée hors site. Il y a différentes fonctionnalités qui permettent de faire des snapshots de configuration, ce qui permet en cas d'erreur de politique de revenir sur une ancienne configuration complète sans avoir à passer par un mécanisme d'export régulier de la configuration, et on va vouloir redescendre la sauvegarde des briques. Donc on a tout un mécanisme de snapshot qui permet de revenir très rapidement sur une ancienne version. Donc si on rentre maintenant sur la partie filtrage web, on va retrouver toutes les fonctionnalités standards d'un proxy. On va pouvoir définir une politique, filtrer en fonction des catégories, en fonction des utilisateurs. On va pouvoir définir des actions, j'autorise, je bloque, j'avertis, je trace. On va être capable de définir des politiques horaires. Donc telle politique s'applique le matin, j'ai une autre politique de filtrage qui s'applique entre midi et 2. On est capable, comme je disais tout à l'heure, sur la partie réseaux sociaux, de brider fortement des fonctionnalités ou d'autoriser d'autres choses. On va être capable de faire du filtrage sur des mots-clés ou sur des patterns. Typiquement, j'interdis qu'un numéro de compte bancaire puisse sortir sur Internet, ou qu'un numéro de carte bleue puisse sortir, ou qu'un numéro de client puisse sortir dans un mail. Ou qu'un mot-clé qui est régulièrement présent dans des contrats ou choses comme ça sorte sur Internet, et on va pouvoir le bloquer au niveau du proxy et lever une alerte ou interrompre le flux. On va retrouver les mêmes mécanismes de cache pour économiser de la bande passante et gérer des données localement. L'avantage aussi de cette solution, c'est que demain, si vous êtes dans un environnement multisite, vous pouvez déployer des appliances ou des machines virtuelles sur tous vos sites, et vous gérez depuis une seule console, un site central qui est dans le cloud, toute votre politique de filtrage. Sur la partie reporting, j'ai pas mis un screenshot de tous les rapports qu'on pouvait faire, mais voilà, on va pouvoir refaire du reporting par rapport aux menaces, par rapport au comportement des utilisateurs, à des événements qui ont pu être corrélés. Et avoir des statistiques qui peuvent être à la fois consultées en ligne et qui peuvent être envoyées par mail dans différents formats type PDF ou HTML. La partie analyse de la menace, donc là c'est un peu l'équivalent d'un antivirus, de l'antivirus embarqué dans le proxy, sauf que sur cette offre-là, en fait, on va chaîner une cinquantaine d'antivirus, donc ce qui va permettre de maximiser nos chances de détection de virus, et de pouvoir réagir, bloquer ou alerter en cas de compromission. Je ne suis pas rentré tout à l'heure sur le détail de la sandbox, mais en général, les analyses en sandbox, c'est un mécanisme qui est assez long. On parle de quelques minutes. Donc, c'est souvent quelque chose qui est fait en parallèle de la délivrance du fichier à l'utilisateur. Et donc, ce qui arrive régulièrement, c'est qu'en fait, le fichier malveillant a quand même été téléchargé par l'utilisateur. Et donc, l'objectif de la sandbox, c'est vraiment de bloquer un deuxième téléchargement. D'accord ? Puisque, comme je disais tout à l'heure, une fois que le fichier a été analysé, la sandbox va créer une signature pour le fichier qui a été téléchargé, et on bloquera le fichier qu'au deuxième téléchargement. Donc là, l'intérêt de cette analyse avancée qui est faite ici, c'est qu'en fait, on va maximiser les antivirus, parce que ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup moins de temps que de l'analyse en sandbox. Donc on va retrouver la suite de la partie analyse de malware, et donc on va retrouver le mécanisme de sandbox qui est du coup directement dans le cloud, donc ça veut dire qu'il n'y a rien installé dans l'entreprise. Quand on est dans le cadre d'un proxy qui est dans le cloud, l'envoi à la sandbox va être très rapide parce que la sandbox elle est juste à côté. Quand le proxy va être dans l'entreprise, on va avoir toute la phase du proxy qui va envoyer le fichier dans la sandbox, donc c'est quelque chose qui peut prendre plus ou moins longtemps en fonction de la rapidité de votre connexion Internet. Donc voilà, je vous propose alors je n'ai pas regardé s'il y avait des questions, mais je prendrai vos questions tout à l'heure. Donc là on va arriver à la conclusion, donc du coup on est dans les temps. Donc ce qu'on a pu voir, c'est que voilà, aujourd'hui, le but du proxy, c'est plus de faire du filtrage d'URL comme c'était les spécifications initiales. On est vraiment dans l'analyse complète du réseau d'entreprise. On va même
pratiquement se rapprocher finalement du pare-feu UTM qu'on peut voir aujourd'hui. Où on va vraiment vouloir analyser le contenu des paquets, les signatures. Quand on est en mode inline, comme j'ai pu le voir, comme j'ai pu vous le présenter, on est pratiquement même sur ce qu'on appelle des IDS ou des IPS. On est vraiment sur de l'analyse même autre que du protocole HTTP. On voit bien que sur un projet proxy, il faut bien réfléchir au réseau actuel et aux évolutions qui sont envisagées et aux usages de vos employés. Et voilà, aujourd'hui, il ne faut peut-être pas partir en se disant aujourd'hui j'ai un proxy, il faut que je le renouvelle, je vais repartir sur le même cahier des charges. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on a des besoins qui ont quand même évolué avec le nomadisme et le nombre de devices qu'utilisent maintenant les employés. Donc, il faut prendre en compte cet aspect surf des utilisateurs depuis des mobiles de l'entreprise. Et il faut bien intégrer les nouveaux risques liés à la fuite d'informations. C'est maintenant, toutes les semaines, on a des cas effectivement de fuite d'informations, de fuite de bases de données, de comptes utilisateurs, de comptes de clients. Et tout l'aspect réglementaire a quand même bien évolué au cours des 12 derniers mois sur l'aspect amende en cas de fuite de données nominative d'employés ou de clients. Et c'est quelque chose qui va être rapidement clarifié avec sur les fuites de données massives qui vont arriver. Sur l'aspect amende, c'est assez important. Voilà. Donc j'espère qu'on vous a un peu éclairé sur ces évolutions. On peut répondre à vos questions maintenant par chat. Après, on se tient à votre disposition. Je vous ai remis les contacts de Certiliance sur la partie commerciale. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou avec vos interlocuteurs Certiliance. Donc, merci à tous, bonne journée. Au revoir.